À la fête de famille, j'ai trouvé ma fille de 4 ans en train de pleurer dans un coin, sa main tordue selon un angle artificiel. Ma sœur se tenait là, en riant. C'est juste une blague. Elle fait sa comédie. Lorsque je me suis précipité pour examiner la main blessée de ma fille, ma sœur m'a repoussé. Détends-toi. Je l'ai à peine touchée. Papa a ajouté, certains enfants marquent vite, c'est tout. Maman a approuvé, arrête de faire un scandale. J'ai giflé ma sœur de toutes mes forces en plein visage, puis j'ai pris ma fille dans mes bras pour partir. Derrière moi, maman a juré, prends ta bâtarde d'enfant et ne reviens jamais. Papa nous a lancé un verre. Bon débarras. Mon frère a ajouté, on se débarrasse enfin du drame. J'ai emmené ma fille en urgence à l'hôpital, où ils ont découvert que sa main était fracturée. Mais le lendemain matin, maman est venue chez moi, suppliant à genoux, s'il te plaît, laisse une chance à ta sœur de vivre. Le bruit des sanglots de ma fille a traversé le brouhaha joyeux du barbecue familial, tranchant l'air comme un couteau. J'aidais ma tante à apporter des boissons depuis la cuisine quand je l'ai entendu cette tonalité particulière de douleur, que chaque mère reconnaît instantanément. Mon sang s'est glacé. J'ai laissé tomber le pichet que je tenais et j'ai sprinté vers le fond du jardin. Ce que j'ai vu a fait s'arrêter mon cœur. Ma fille de 4 ans, Ruby, était effondrée contre la clôture, son petit corps secoué par les sanglots. Sa main gauche pendait selon un angle qui m'a soulevé l'estomac. Debout au-dessus d'elle, les bras croisés et affichant un sourire narquois, se tenait ma sœur aînée, Véronica. Que s'est-il passé, ai-je hurlé, tombant à genoux aux côtés de Ruby. Son visage était strié de larmes et de morve, ses yeux écarquillés par la terreur et la douleur. Véronica a levé les yeux au ciel de manière théâtrale. C'est juste une blague. Elle fait sa comédie. On jouait et elle est tombée. Tu sais à quel point les enfants sont maladroits. J'ai tendu doucement la main vers la main blessée de Ruby, mes doigts tremblants. Elle a gémi et a essayé de se reculer. Le poignet enflait déjà, virant à une vilaine couleur rouge violacée. Ce n'était pas une simple chute. Je connaissais ma fille, et je savais faire la différence entre une vraie blessure et une demande d'attention. Ce n'était pas un jeu. Ma voix est sortie étranglée. Sa main est cassée. J'ai bougé pour examiner Ruby de plus près, mais Véronica m'a poussé violemment à l'épaule. J'ai trébuché en arrière, perdant presque l'équilibre. Détends-toi. Je l'ai à peine touchée, a claqué Véronica. Tu réagis toujours de manière excessive avec cette gamine. Peut-être que si tu ne la couvais pas autant, elle ne serait pas aussi pleurnicheuse. Le reste de ma famille s'était rassemblé, attiré par l'agitation. Mon père a fendu la petite foule, le visage tordu par l'agacement plutôt que par l'inquiétude. C'est quoi tout ce foin? Il a jeté un regard méprisant à Ruby, qui pleurait toujours. Certains enfants marquent vite, c'est tout. Tu nous fais honte devant tout le monde. Je vous fais honte? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Regarde sa main. Elle a besoin d'un médecin. Ma mère est apparue aux côtés de mon père, l'expression froide. Arrête de faire un scandale. Tu gâches la fête pour rien. Véronica a dit qu'elle jouait. Les enfants se blessent quand ils jouent. C'est normal. J'ai dévisagé ces gens qui étaient censés être ma famille, censés protéger mon enfant. Les sanglots de Ruby s'étaient calmés pour laisser place à des gémissements, mais elle berçait sa main blessée contre sa poitrine, tout son corps tremblant. Elle entrait en état de choc. Quelque chose s'est brisé en moi. Je me suis levé, j'ai marché directement vers Véronica, et je l'ai giflé aussi fort que je le pouvais en plein visage. Le claquement a résonné dans le jardin, soudainement silencieux. Sa tête a basculé sur le côté, et quand elle s'est retournée vers moi, une empreinte de main rouge vive fleurissait sur sa joue. Espèce de psychopathe, a hurlé Véronica, agrippant son visage. Je n'ai pas répondu. J'ai ramassé Ruby dans mes bras aussi prudemment que possible, soutenant sa main blessée. Elle a enfoui son visage dans mon cou, son petit corps frissonnant. Alors que je me tournais pour partir, la voix de ma mère a fendu l'air. Prends ta gamine bonne à rien et ne reviens jamais. Nous n'avons pas besoin de ce drame dans nos vies. J'ai continué à marcher, mais j'ai clairement entendu mon père alors qu'un verre se brisait derrière nous. Il nous l'avait lancé, manquant ma tête de quelques centimètres. Bon débarras. Tu as toujours été le problème dans cette famille. La voix de mon frère Aaron fut la dernière chose que j'entendis. On se débarrasse enfin de la reine du drame.
Ne laisse pas la porte te taper en sortant. Le trajet vers les urgences m'a semblé durer des heures, même si ce n'était que 15 minutes. Ruby avait cessé de pleurer, ce qui m'effrayait plus que les larmes. Elle fixait juste le vide, gémissant occasionnellement lorsque la voiture heurtait une bosse. « Maman est là, mon bébé », chuchotais-je encore et encore. « Tu vas aller bien. Je te promets que tu vas aller bien. » À l'hôpital, ils nous ont pris en charge immédiatement en voyant la main de Ruby. Un jeune médecin aux yeux doux l'a examiné délicatement pendant que j'expliquais ce qui s'était passé. J'ai vu quelque chose changer dans son expression quand j'ai mentionné ma sœur. « Le poignet est fracturé », a-t-il dit doucement après le retour des radios. « Mais il y a autre chose dont je dois discuter avec vous. Le type de fracture correspond à une force de torsion, pas à une chute. Pouvez-vous me dire exactement ce que votre sœur a dit qu'il s'était passé ?» Mes mains ont commencé à trembler. Elle a dit qu'elle jouait et que Ruby était tombée, mais Ruby ne peut pas me dire ce qui s'est réellement passé. Elle est trop bouleversée. Le médecin a hoché la tête lentement. Je suis tenu par la loi de signaler ceci. La blessure montre des signes de dommages intentionnels. Un enfant de cet âge ne se fracture pas le poignet aussi sévèrement lors d'une simple chute en jouant. Les heures suivantes sont passées dans un flou d'officiers de police, de travailleurs sociaux et de personnel médical. Ruby a eu un plâtre violet qu'elle a choisi elle-même, bien qu'elle n'ait montré que peu d'intérêt pour le choix des couleurs. J'ai appelé mon patron et pris un congé d'urgence. Il était hors de question que je la quitte d'une semelle. Nous sommes rentrés vers minuit. J'ai porté Ruby à l'intérieur, je l'ai bordée dans mon lit, et je me suis allongé près d'elle, écoutant sa respiration se régulariser alors que les analgésiques faisaient effet. Mon téléphone vibrait sans arrêt depuis notre départ de la fête. Je l'avais mis en silencieux, mais je voyais l'écran s'allumer toutes les quelques minutes. 53 appels manqués, 37 messages, tous de membres de la famille. Je n'en ai lu aucun. J'ai juste tenu ma fille et pleuré silencieusement dans ses cheveux. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de coups agressifs sur ma porte d'entrée. Pendant un instant, j'ai paniqué, pensant que ça pouvait être Véronica. Mais en regardant par le Judas, j'ai vu ma mère debout sur le porche. Elle avait l'air de n'avoir pas dormi. Son maquillage avait coulé. Ses vêtements étaient froissés. J'ai envisagé de ne pas ouvrir. Chaque instinct me disait de la garder loin de Ruby. Mais quelque chose dans son expression m'a fait hésiter. Elle semblait désespérée, d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invitée à entrer. « Qu'est-ce que tu veux ?» À ma grande stupeur, ma mère s'est laissée tomber à genoux sur le porche. De vraies larmes coulaient sur son visage. « S'il te plaît » a-t-elle sangloté. « S'il te plaît, tu dois nous aider. Tu dois laisser une chance à ta sœur de vivre. » Pardon ? Je n'arrivais pas à assimiler ce que j'entendais. La police est venue à la maison ce matin, a-t-elle haleté entre deux sanglots. Ils ont arrêté Véronica. Ils l'accusent de maltraitance d'enfants et d'agression. Ils ont dit qu'elle pourrait aller en prison pour des années. Tu dois retirer les charges. Tu dois leur dire que c'était un accident. J'ai senti ma mâchoire se décrocher littéralement. Tu as perdu la tête ? Elle a cassé le poignet de Ruby. Le médecin a dit que c'était intentionnel. C'était un accident. La voix de ma mère est montée jusqu'au hurlement. Elle ne voulait pas blesser Ruby aussi gravement. Oui, elle a été brutale, mais elle essayait juste de l'endurcir. Tu sais à quel point tu as rendu cet enfant molle. Sors de ma propriété. Ma voix était étrangement calme. Là, tout de suite, tu vas détruire la vie entière de ta sœur pour ça. Elle a agrippé mes chevilles. Elle pourrait perdre son travail, sa réputation, tout ça pour une petite erreur. Une petite erreur ? J'ai arraché mes pieds de son emprise. Elle a fracturé le poignet de ma fille de 4 ans et en a ri ensuite. Vous êtes tous restés là à me dire que je réagissais trop fort pendant que mon enfant était à l'agonie. Vous nous avez lancé un verre. Vous avez traité Ruby de noms ignobles. Et maintenant, tu veux que je mente pour protéger Véronica. Nous sommes une famille. Elle était toujours à genoux, mais la colère commençait à remplacer les larmes. La famille se protège mutuellement. Mais tu as toujours été égoïste. Tu t'es toujours fait passer en premier. Je protège ma fille. C'est ce que font les vrais parents. J'ai commencé à fermer la porte. Attends. Elle s'est jetée en avant,
bloquant la porte avec son corps. Et si on s'excusait? Et si Véronica s'excusait auprès de Ruby? On peut régler ça en privé, en famille. Tu n'as pas besoin d'impliquer la police et les avocats, ni de ruiner la vie de tout le monde. Véronica a eu sa chance de s'excuser hier. Au lieu de ça, elle a ri de Ruby qui pleurait de douleur. Vous avez tous eu vos chances. Vous avez choisi de m'attaquer à la place. J'ai poussé plus fort sur la porte. Bouge. Ton père te déshéritera. Elle jouait ce qu'elle pensait clairement être son atout-maître. Il te rayera complètement du testament. J'ai ri, pour de vrai. C'est sorti dur et amer. Tu penses vraiment que je me soucie de l'argent après ce que vous avez fait à ma fille? Ruby vaut bien plus que chaque centime que possède papa. Maintenant, sors avant que j'appelle moi-même la police. J'ai réussi à fermer la porte et à la verrouiller. Ma mère a martelé dessus pendant encore 5 minutes, alternant entre pleurs et menaces hurlées. Finalement, elle est partie. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'elle trébuchait vers sa voiture, sortant son téléphone pour appeler immédiatement quelqu'un, probablement mon père. Ruby est apparue dans le couloir, serrant son lapin en peluche, sa main plâtrée tenue soigneusement contre sa poitrine. C'était mamie? Oui, mon bébé. Mais elle est partie maintenant. Je n'aime plus mamie, a dit Ruby doucement. Sa voix était petite et effrayée. Ni tante Véronica. Elles sont méchantes. Je l'ai attirée dans un câlin doux, faisant attention à sa main. Tu n'es plus obligé de les revoir si tu ne le veux pas. Je te le promets. Les jours suivants furent chaotiques. Une détective est venue prendre ma déposition et m'interroger sur la dynamique familiale. La détective Sarah Morrison était une femme d'une 40aine d'années, aux yeux bienveillants et à l'attitude pragmatique. Elle s'est assise en face de moi à ma table de cuisine, son carnet ouvert, et m'a demandé de tout lui raconter. Depuis combien de temps votre sœur est-elle physiquement agressive avec votre fille, a-t-elle demandé. La question m'a prise au dépourvu. Je ne pense pas qu'elle l'ait été avant. Du moins, pas à ma connaissance. Ruby n'a jamais rien mentionné, et je n'ai jamais vu de bleu ou de marque. La détective Morrison a hoché la tête lentement. Qu'en est-il de l'agression émotionnelle, des rabaissements verbaux, des traitements durs? J'y ai réfléchi attentivement. Véronica semblait toujours agacée par Ruby. Elle faisait des commentaires sur le fait qu'elle était trop sensible ou trop collante. Quand elle me disait que j'élevais Ruby pour être faible, je pensais que c'était juste elle qui jugeait, pas qu'elle lui ferait réellement du mal. Est-ce que Ruby a déjà semblé avoir peur de Véronica? J'ai repassé des souvenirs dans mon esprit, des fêtes d'anniversaire où Ruby restait collée à moi quand Véronica était là, des rassemblements de vacances où elle disparaissait discrètement à l'étage si Véronica commençait à jouer avec les enfants. J'avais mis ça sur le compte de la timidité de Ruby, mais maintenant, ces moments prenaient une signification sinistre. Je pense qu'elle était mal à l'aise avec elle, ai-je admis, la voix brisée. Et je l'ai raté. J'aurais dû le voir. La détective Morrison a tendu la main à travers la table et a brièvement touché la mienne. Les parents ne peuvent pas tout voir, surtout quand d'autres membres de la famille sont impliqués. Les agresseurs sont doués pour cacher leur comportement. Ce n'est pas votre faute. Mais j'avais l'impression que c'était ma faute. J'étais sa mère. J'étais censé la protéger. Une travailleuse sociale est passée pour évaluer notre environnement familial et s'assurer que Ruby était en sécurité. Elle s'appelait Patricia Walsh, et elle a passé 3 heures à inspecter chaque pièce, vérifiant le réfrigérateur, examinant la chambre de Ruby, posant des questions sur notre routine quotidienne. C'était intrusif et humiliant, même si je comprenais pourquoi c'était nécessaire. Je dois vérifier que l'enfant est dans un environnement sûr et stable, a-t-elle expliqué doucement. C'est la procédure standard dans les cas impliquant des violences familiales. Ruby s'est accrochée à moi pendant toute la visite, regardant cette étrangère fouiller dans nos vies. Quand Patricia a demandé à lui parler seule, les yeux de Ruby se sont remplis de larmes. C'est bon, ma chérie, l'ai-je rassurée. Mademoiselle Patricia veut juste s'assurer que tu es heureuse ici avec maman. Tu peux tout lui dire. Ruby a hoché la tête, mais n'a pas lâché ma main jusqu'à ce que Patricia suggère qu'elle s'assoie dans sa chambre avec la porte ouverte pour que je sois juste dehors dans le couloir. Même là, Ruby continuait de jeter des coups d'œil vers la porte, vérifiant que j'étais toujours là. Après le départ de Patricia, elle m'a dit qu'elle déposerait un rapport positif. Votre fille est clairement très attachée à vous. La maison est propre et sûre,
et il n'y a aucun indicateur de négligence ou d'abus sous votre garde. Ma recommandation soutiendra votre garde complète. Le soulagement a failli me renverser. J'ai dû emmener Ruby voir une pédopsychologue pour une évaluation, ce qui m'a brisé le cœur une nouvelle fois alors qu'elle luttait pour expliquer ce qui s'était passé. Le docteur Amanda Foster était spécialisée dans les traumatismes infantiles, et son bureau était conçu pour être accueillant, couleur douce, jouet dans le coin, petite table avec du matériel d'art. Ruby ne voulait pas parler au début. Elle restait juste assise sur mes genoux, sa main plâtrée reposant soigneusement sur son ventre, et fixait le sol. Le docteur Foster n'a pas insisté. Elle s'est simplement assise en face de nous et a colorié dans un livre de coloriage, fredonnant doucement. Après environ 10 minutes, Ruby a glissé de mes genoux et s'est rapprochée pour voir ce que le docteur Foster coloriait. C'était une scène de jardin avec des papillons. « J'aime les papillons », a dit Ruby doucement. « Moi aussi », a répondu le docteur Foster. « Tu veux en colorier un ?» Ruby a hoché la tête et a pris un crayon violet avec sa main valide. Elles ont colorié ensemble en silence pendant un moment. Puis, le docteur Foster a demandé avec tant de désinvolture que cela semblait être une pensée après coup, « Tu te souviens de ce qui est arrivé à ta main, Ruby ?» Le crayon de Ruby s'est arrêté de bouger. Tout son corps s'est tendu. « Ce n'est pas grave si tu ne veux pas en parler », a continué le docteur Foster, coloriant toujours. Mais parfois, parler des choses effrayantes les rend moins effrayantes. Comme les monstres qui semblent très grands dans le noir, mais quand on allume la lumière, ils ne sont plus si effrayants. Ruby m'a regardé. Je lui ai fait un signe de tête encourageant, bien que mon cœur battait à tout rompre. Véronica s'est fâchée, a chuchoté Ruby. J'ai renversé du jus sur ses chaussures. C'était un accident. Que s'est-il passé après que tu aies renversé le jus? La voix du docteur Foster est restée calme et douce. Elle a attrapé ma main très fort. Elle a dit que j'étais maladroite et stupide. La voix de Ruby est devenue plus petite. J'ai dit pardon, mais elle a tordu ma main. Ça faisait vraiment mal et j'ai pleuré. Elle a dit d'arrêter de faire le bébé. Est-ce qu'elle t'a lâché quand tu as pleuré? Ruby a secoué la tête, les larmes commençant à couler. Elle a tordu plus fort. Elle a dit que si je ne la fermais pas, elle me donnerait une vraie raison de pleurer. Ensuite, elle m'a poussé dans le coin et a dit que si je racontais à maman ce qui s'était vraiment passé, elle me ferait encore plus mal la prochaine fois. Ma vision s'est brouillée de larmes. Je voulais prendre Ruby et m'enfuir de cette conversation, de ce bureau, de tout ça. Mais elle avait besoin de sortir ça. Elle avait besoin d'être entendue. Lentement, avec les questions douces de la thérapeute, toute l'histoire est sortie. Véronica avait attrapé la main de Ruby pendant un jeu et l'avait tordue délibérément, en colère parce que Ruby avait accidentellement renversé du jus sur ses chaussures plus tôt dans la journée. Quand Ruby avait commencé à pleurer, Véronica avait tordu plus fort, lui disant d'arrêter de faire le bébé. Puis elle avait poussé Ruby dans le coin et lui avait dit que si elle me racontait ce qui s'était passé, elle recommencerait en pire. Ruby a également révélé des incidents plus petits que je n'avais jamais connus. Des fois où Véronica lui pinçait le bras assez fort pour laisser des marques, toujours à des endroits couverts par les vêtements. Des moments où elle chuchotait des choses cruelles à l'oreille de Ruby lors des réunions de famille. Un incident il y a 6 mois où Véronica avait enfermé Ruby dans un placard chez mes parents pendant 20 minutes pour la punir d'avoir été trop bruyante. Ma fille de 4 ans avait été réduite au silence par les menaces de ma propre sœur, endurant des mois d'abus que j'avais complètement ratés. J'ai dû quitter la pièce pendant cette séance. Je suis allé dans le couloir et j'ai vomi dans la salle de bain, tremblant si fort que je tenais à peine debout. Comment n'avais-je pas su? Comment avais-je pu emmener ma fille auprès de quelqu'un qui lui faisait activement du mal? Le docteur Foster m'a trouvé là, assise sur le sol de la salle de bain, en train de sangloter. Ce n'est pas votre faute, a-t-elle dit fermement. Véronica a spécifiquement ciblé les moments où vous ne regardiez pas. Elle a menacé Ruby pour qu'elle garde le silence. Elle était prudente et calculatrice. Vous ne pouviez pas savoir parce qu'elle s'est assurée que vous ne sachiez pas, j'aurais dû remarquer les signes, ai-je étouffé. Peut-être, a reconnu le docteur Foster. Mais Ruby est aussi très jeune et très douée pour cacher ses sentiments quand elle a peur. L'important, c'est ce que vous faites maintenant. Vous l'avez cru immédiatement. Vous l'avez protégée. Vous l'avez sortie du danger. Vous lui obtenez de l'aide. C'est ça qui compte. Au cours des semaines suivantes, plus de détails ont émergé lors des séances de thérapie de Ruby.
Véronica avait apparemment été jalouse de l'attention que Ruby recevait des membres de la famille. Elle en voulait au fait que Ruby reçoive des cadeaux aux anniversaires et aux fêtes, alors que Véronica, en tant qu'adulte sans enfant, recevait moins d'égards. Elle avait fait des commentaires à Ruby sur le fait qu'elle était gâtée et ingrate. Le schéma était clair. Véronica avait systématiquement harcelé une enfant par pure jalousie mesquine et méchanceté. Les appels et messages de ma famille ont continué sans arrêt. Mon père laissait des messages vocaux me traitant de tous les noms, exigeant que je retire les plaintes. Sa voix commençait par être contrôlée, presque raisonnable, puis dégénérait en cri à la fin de chaque message. « Tu te crois tellement meilleur que nous », commençait un message. Ça a toujours été le cas. À te promener le nez en l'air, à juger tout le monde. Eh bien, regarde-toi maintenant. Une mère célibataire avec une gamine abîmée, qui se met à dos toute sa famille. Tu vas finir seul et misérable, et tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Un autre message était encore pire. Je t'ai mieux élevé que ça. Je t'ai offert un toit, de la nourriture, des vêtements, et c'est comme ça que tu me rembourses? En essayant d'envoyer ta sœur en prison. Tu es ingrate et rancunière, et j'ai honte de t'appeler ma fille. J'ai sauvegardé chaque message vocal, chaque texto. Lisa Chen m'avait dit de tout documenter, que cela pourrait être utile plus tard pour montrer le schéma de harcèlement et d'intimidation. Aaron envoyait texto sur texto, prétendant que je déchirais la famille pour rien. Ces messages allaient de la culpabilisation à l'hostilité pure et simple. Maman est anéantie à cause de toi. Elle pleure tous les jours. L'attention de papa crève le plafond. Tu les rends littéralement malades. C'est ça que tu voulais? Détruire tous ceux qui t'ont aimé. Véronica a fait une erreur. Une seule erreur. Tu n'as jamais fait d'erreur, toi? Tu es si parfaite que tu ne peux pas pardonner à ta propre sœur? Ruby ira bien. Les enfants sont résilients. Mais tu ruines la vie entière de Véronica. J'espère que tu es fier de toi. Quand maman et papa mourront du stress que tu causes, leur sang sera sur tes mains. Ruby grandira en sachant que sa mère a choisi la vengeance plutôt que la famille. J'ai bloqué le numéro d'Aaron après le 3e jour de messages constants. J'aurais dû le faire plus tôt. Divers oncles et tantes s'en sont mêlés, la plupart prenant le parti de Véronica, disant que j'étais vindicative et cruelle. L'oncle Franck a envoyé un long email expliquant que Véronica avait toujours été nerveuse et ne connaissait pas sa force, mais qu'elle était, fondamentalement une bonne personne, qui avait fait une erreur de jugement. Tante Karen m'a appelé à plusieurs reprises, laissant des messages disant que je n'étais pas chrétienne, que je ne savais pas pardonner. Elle citait des versets bibliques sur le pardon et la loyauté familiale, ignorant commodément les parties sur la protection des enfants et la justice. Ma cousine Jennifer, la fille de tante Karen, m'a envoyé un message Facebook me traitant de serpent et disant que j'avais toujours été jalouse du succès de Véronica. Elle prétendait que j'utilisais Ruby comme une arme pour me venger de Véronica pour une offense imaginaire. Le message était public, posté sur mon mur pour que tout le monde le voie, et plusieurs membres de la famille ont liké et commenté en accord. J'ai supprimé mon compte Facebook ce soir-là. Je ne pouvais pas supporter de voir mes propres proches célébrer ma supposée méchanceté tout en défendant quelqu'un qui avait cassé le poignet d'une enfant de 4 ans. Mais mêlé à toute cette haine et ce vitriol, il y avait quelques lueurs d'espoir. Mon cousin Marcus, le fils de l'oncle Franck, qui avait toujours été le rebelle de la famille, m'a envoyé un message privé de soutien. Je te crois. J'ai toujours pensé que Véronica avait un fond méchant. Elle avait l'habitude de me pincer quand nous étions enfants et que personne ne regardait. Puis elle jouait les innocentes quand je me plaignais. Je suis désolé que toi et Ruby traversiez ça. Tu fais ce qu'il faut. Une ancienne collègue de ma mère m'a contacté après avoir entendu parler de la situation par les rumeurs familiales. Ta mère m'a appelé pour me demander de te contacter et de te convaincre de retirer les charges. Je lui ai dit absolument pas. J'ai vu la façon dont Véronica traite les enfants lors des événements familiaux. Toujours brutale, toujours dédaigneuse. Je ne suis pas surprise que cela soit arrivé, seulement que cela ait pris autant de temps. Reste forte. Seule ma tante Louise, la sœur cadette de ma mère, qui avait toujours été la brebis galeuse, m'a contacté pour me soutenir. Elle a envoyé un simple texto, je vous crois, toi et Ruby. Tu fais ce qu'il faut. Je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. C'était le seul message qui m'a fait pleurer de soulagement plutôt que de rage. Louise m'a appelé le lendemain. Je veux que tu saches que je ne leur parle plus,
a-t-elle dit. Ta mère m'a appelé pour me demander de te faire entendre raison. Je lui ai dit que la seule personne qui avait besoin qu'on lui fasse entendre raison, c'était elle. Elle m'a raccroché au nez. Louise, tu n'es pas obligée de couper les ponts avec eux à cause de moi, ai-je protesté, bien que son soutien signifiât tout pour moi. Si, je le dois. J'ai regardé ta mère encourager les mauvais comportements dans cette famille pendant des décennies. Je me suis mordu la langue sur la façon dont elle favorise Véronica et Aaron par rapport à toi. J'ai fait semblant de ne pas remarquer comment ils te traitent comme si tu valais moins qu'eux. J'ai fini de faire semblant. Ce qu'ils font à Ruby est impardonnable, et leur réaction est encore pire. Louise est devenue mon roc durant ces semaines difficiles. Elle venait tous les quelques jours pour prendre de nos nouvelles, apportant à Ruby de petits cadeaux, des livres de coloriage, des autocollants, une nouvelle peluche. Elle n'a jamais poussé Ruby à parler de ce qui s'était passé, la laissant juste être une enfant. Ma sœur est une imbécile, m'a dit Louise un soir après que Ruby soit allée au lit. Nous étions assises sur mon canapé à boire du thé. Elle avait une fille magnifique, intelligente et gentille, et une petite fille absolument précieuse. Et elle vous a jeté toutes les deux pour protéger quelqu'un qui a blessé un enfant. Je ne le comprendrai jamais. Elle a toujours préféré Véronica, ai-je dit doucement. Même quand nous étions enfants, Véronica était plus jolie, plus extravertie, elle réussissait mieux. J'étais la calme, l'ennuyeuse. Non, tu étais celle qui avait une conscience et de l'intégrité, a corrigé Louise. Et ta mère t'en voulait pour ça parce que cela soulignait son propre manque des deux. Les mots m'ont frappé fort parce qu'ils sonnaient justes. Ma mère avait toujours semblé irritée par mes normes morales, mon refus de mentir ou de manipuler pour avancer. Elle me traitait de naïve et d'idéaliste, disait que je devais être plus pratique, plus disposé à contourner les règles. Maintenant, je comprenais que ce qu'elle voulait vraiment dire, c'était que je devrais être plus comme elle, prête à fermer les yeux sur les méfaits par souci de commodité ou de loyauté familiale. La procédure judiciaire a avancé. L'avocat de Véronica a essayé de négocier un accord, mais le bureau du procureur n'était pas intéressé par la clémence. Ils avaient les preuves médicales, le témoignage de Ruby et mon récit de la réaction de la famille. Ils visaient les peines maximales. 3 semaines après l'incident, mon père s'est présenté chez moi. Contrairement à ma mère, il n'a pas supplié. Il s'est tenu sur mon porche, le visage dur et froid. « Tu as fait ton choix », a-t-il dit d'un ton plat. « À compter d'aujourd'hui, tu n'es plus ma fille. Tu es déshéritée. Tu n'es plus la bienvenue aux réunions de famille. En ce qui me concerne, toi et cet enfant n'existez pas, tant mieux, ai-je dit, adoptant son ton. Parce qu'en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu de père qui défendrait quelqu'un ayant blessé mon enfant. » Il a eu l'air surpris, comme s'il s'attendait à ce que je cède. « Tu vas regretter ça. Tu es en train de jeter toute ta famille. » »« Non, papa. Vous nous avez tous jetés au moment où vous avez choisi Véronica plutôt que Ruby. Je ne fais qu'officialiser la chose. J'ai fait une pause. Et pour info, Ruby n'est pas cet enfant. C'est ta petite fille. Ou elle l'était jusqu'à ce que tu prouves que tu ne la mérites pas. » J'ai fermé la porte à son nez, moi aussi. L'audience préliminaire était prévue pour 2 mois après l'incident. L'avocat de Véronica a déposé requête sur requête pour essayer de faire rejeter l'affaire, mais aucune n'a fonctionné. Les preuves étaient trop solides. Pendant ce temps, je me suis concentré entièrement sur le rétablissement de Ruby. Sa main guérissait bien physiquement, mais le traumatisme émotionnel était plus difficile à traiter. Elle faisait des cauchemars. Elle tressaillait quand les gens élevaient la voix. Elle demandait constamment si tante Véronica allait venir lui faire mal à nouveau. Nous allions en thérapie 2 fois par semaine. J'ai lu tous les livres sur les traumatismes infantiles que j'ai pu trouver. J'ai réorganisé tout mon emploi du temps pour être plus souvent à la maison. Mon patron a heureusement été compréhensif et m'a laissé travailler à distance la plupart du temps. Ruby a lentement commencé à aller mieux. Les cauchemars sont devenus moins fréquents. Elle a recommencé à jouer avec ses jouets, à sourire davantage. Le plâtre a été retiré après 6 semaines. Et bien que son poignet fût encore faible, le médecin a dit qu'elle retrouverait toutes ses fonctions avec de la physiothérapie. Un après-midi, environ 6 semaines après que tout soit arrivé, Ruby et moi faisions des cookies dans la cuisine. Elle mesurait soigneusement la farine avec sa main valide, tirant la langue de concentration. « Maman » a-t-elle dit soudainement. « Est-ce que je suis méchante ?» Mon cœur s'est serré.
Quoi? Non, mon bébé. Pourquoi penserais-tu ça? Parce que mamie a dit que tu m'éloignais de la famille parce que je suis méchante. Sa lèvre inférieure tremblait. Et tante Véronica m'a fait mal parce que j'ai renversé du jus. Je n'ai pas fait exprès de le renverser. Je me suis agenouillé pour être à sa hauteur, prenant doucement ses deux mains dans les miennes. Écoute-moi très attentivement, Ruby. Tu n'es pas méchante. Tu n'as jamais été méchante. Renverser du jus était un accident. Tout le monde a des accidents. Ce que Véronica a fait était mal. Ce que mamie et papy ont dit était mal. Tu n'as absolument rien fait pour mériter tout ça. Alors pourquoi il ne m'aime pas? La question est sortie comme un murmure. Je l'ai attiré dans mes bras, les cookies oubliés. Certaines personnes ne savent pas comment aimer correctement, ma chérie. Mais c'est leur problème, pas le tien. Et tu sais qui t'aime? Moi. Tellement que mon cœur pourrait éclater. Et tante Louise t'aime. Et mademoiselle Jennifer du travail de maman t'aime. Elle demande de tes nouvelles tout le temps. Et ta maîtresse, et tes amis, et toutes les personnes qui comptent vraiment. Elle a reniflé contre mon épaule. D'accord, maman. Et un jour, ai-je ajouté, tu comprendras qu'avoir quelques personnes qui t'aiment vraiment vaut mieux que d'avoir tout un tas de gens qui font seulement semblant. La qualité prime sur la quantité, tu te souviens. Elle a hoché la tête, se reculant et essuyant ses yeux. On peut quand même faire les cookies. Absolument. Et on va faire les meilleurs cookies du monde entier. La date de l'audience est arrivée. Je la redoutais, inquiète de la façon dont cela affecterait Ruby. Le procureur m'avait assuré que Ruby n'aurait pas à témoigner en personne. Ils avaient sa déposition enregistrée et l'évaluation de la thérapeute, mais je devais quand même être là. J'ai demandé à tante Louise de garder Ruby pour la journée. En entrant dans le palais de justice, mon estomac se tordait d'anxiété. C'était la première fois que je voyais Véronica depuis la fête, la première fois que je voyais la plupart de ma famille. Ils étaient tous là dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience. Mes parents, Aaron, plusieurs oncles et tantes, tous regroupés autour de Véronica comme si c'était elle, la victime. Quand ma mère m'a vu, son visage s'est tordu de rage. La voilà, a-t-elle sifflé assez fort pour que tout le monde entende. La fille qui a détruit sa propre famille. Je suis passé devant eux sans répondre, la tête haute. Mais j'ai entendu chaque mot qu'ils ont marmonné. Traîtresse, vindicative, sans cœur, reine du drame. La voix de mon père a tranché. Morte pour moi. J'ai senti les larmes piquer mes yeux mais j'ai refusé de les laisser couler. Pas ici, pas devant eux. À l'intérieur de la salle d'audience, je me suis assise du côté du procureur. L'audience elle-même a été relativement rapide. Le procureur a présenté les preuves médicales, les photos des blessures de Ruby, le témoignage d'experts sur le type de fracture. Ils ont diffusé l'enregistrement audio de la séance de thérapie de Ruby où elle décrivait ce que Véronica avait fait. Entendre la petite voix effrayée de ma fille résonner dans la salle d'audience, décrivant comment sa tante lui avait fait mal et l'avait menacée, m'a obligé à agripper le banc devant moi pour ne pas m'effondrer complètement. L'avocat de Véronica a soutenu que c'était un accident, que Véronica avait joué trop brutalement, mais sans intention malveillante. Il m'a dépeinte comme une mère surprotectrice qui avait monté les choses en épingle à cause de tensions familiales préexistantes. Le juge a tout écouté, l'expression impassible. Quand les deux parties ont fini, il a revu ses notes pendant ce qui a semblé une éternité. Finalement, il a parlé. Sur la base des preuves médicales et du témoignage de l'enfant mineur, je trouve qu'il y a une cause suffisante pour procéder au procès. La prévenue restera libre sous caution selon les conditions existantes. La date du procès est fixée dans 3 mois à compter d'aujourd'hui. Véronica a éclaté en sanglots. Ma mère a commencé à pleurer bruyamment. Je suis restée assise là, engourdie. Alors que nous sortions de la salle d'audience, ma mère m'a coincé dans le couloir. « Es-tu contente maintenant ?» a-t-elle exigé. « Tu envoies ta propre sœur en prison. »« Non, » ai-je dit doucement. Véronica s'est envoyée elle-même en prison quand elle a choisi de blesser ma fille. Je m'assure juste qu'elle en affronte les conséquences. C'est ta sœur. Comment peux-tu lui faire ça? J'ai regardé ma mère droit dans les yeux. Comment as-tu pu faire ça à ta petite fille? Comment as-tu pu rester là à la regarder souffrir et me dire que je faisais un scandale? Comment as-tu pu la traiter de ces noms?
Comment as-tu pu nous lancer un verre? Le visage de ma mère est devenu rouge. Nous étions en colère. Tu as giflé Véronica devant tout le monde après qu'elle a cassé le poignet de Ruby et en a ri. Ma voix était stable maintenant, glaciale. Tu as raison sur une chose, cependant. Nous en avons fini. Ne me recontactez plus. Ne viens pas chez moi. N'essaie pas de voir Ruby. Tu as fait ton choix ce jour-là, et je fais le mien maintenant. Je suis parti, et cette fois, personne ne m'a suivi. Les 3 mois avant le procès ont été étonnamment paisibles. Sans le drame constant et la toxicité de ma famille, ma vie semblait en fait plus calme. Ruby a continué à progresser en thérapie. J'ai eu une promotion au travail. Tante Louise est devenue une présence régulière dans nos vies, la figure de grand-mère que Ruby méritait. Ma famille, pendant ce temps, s'est apparemment effondrée. Tante Louise me tenait au courant, bien que je lui ai dit que je ne voulais pas vraiment savoir. Elle me le disait quand même. Mes parents avaient pris une 2e hypothèque sur leur maison pour payer les frais d'avocat de Véronica. Aaron s'était disputé violemment avec papa au sujet de l'argent et avait déménagé. Divers parents avaient pris parti, divisant la famille en factions. Il réalise trop tard que tu étais le ciment qui tenait tout ensemble, m'a dit Louise autour d'un café un jour pendant que Ruby jouait dans l'autre pièce. C'était toujours toi qui organisais les fêtes, te souvenais des anniversaires, aplanissais les disputes. Sans toi, ils sont tous à s'entre-déchirer. Ce n'est plus mon problème, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Le procès a duré 1 semaine. C'était épuisant. J'ai dû témoigner de ce dont j'avais été témoin. Les experts médicaux ont expliqué les blessures de Ruby avec des détails graphiques. La thérapeute a témoigné de l'impact psychologique sur Ruby. Les témoins de moralité pour Véronica l'ont dépeinte comme une tante aimante qui avait fait une terrible erreur. Mais le dossier de l'accusation était solide. Le témoignage enregistré de Ruby était accablant. Les preuves physiques étaient irréfutables. Et quand Véronica est passée à la barre pour sa propre défense, elle a commis une erreur critique. Lors du contre-interrogatoire, le procureur lui a demandé pourquoi elle m'avait dit de me détendre si Ruby était réellement blessée. Parce qu'elle faisait sa comédie, a claqué Véronica. Cette gamine pleure pour un rien. Je savais que ce n'était pas si grave. Mais les dossiers médicaux montrent une fracture complète de l'os du radius, a insisté le procureur. Comment un enfant de 4 ans est-il censé ne pas pleurer pour ça? Elle pleure quand son toast est mal coupé. La frustration de Véronica se voyait. Comment étais-je censé savoir que cette fois c'était différent? Donc, vous dites que vous manipulez régulièrement l'enfant assez brutalement pour ne pas pouvoir distinguer ses pleurs dus à une blessure grave réelle de ceux dus à des contrariétés mineures. Véronica a réalisé son erreur trop tard. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Le mal était fait. Le jury a délibéré pendant moins de 4 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation, maltraitance d'enfants, agression et mise en danger d'autrui. Véronica s'est effondrée sur sa chaise, en sanglots. Ma mère a hurlé comme si quelqu'un était mort. Mon père est resté assis là, le visage de marbre. Je n'ai ressenti que du soulagement. Lors du prononcé de la peine 2 semaines plus tard, le juge a condamné Véronica à 3 ans de prison, suivi de 5 ans de probation sans contact non supervisé avec des mineurs. Elle a également été condamnée à payer toutes les factures médicales et les frais de thérapie de Ruby. Ma mère a essayé une dernière fois de m'approcher sur le parking du tribunal après coup. J'espère que tu es satisfaite, a-t-elle craché. Tu as ruiné sa vie. Non, ai-je répondu calmement. Elle a ruiné sa propre vie quand elle a choisi de blesser un enfant innocent. Et tu as ruiné toute chance de relation avec ta petite fille quand tu as choisi de défendre son agresseur au lieu de la protéger. Vous avez fait vos choix. Maintenant, vivez avec. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti, les laissant plantés là. Je n'ai jamais regardé en arrière. C'était il y a 8 mois. Ruby va merveilleusement bien maintenant. Elle est en maternelle et s'épanouit. Elle a eu 5 ans il y a 3 mois, et la regarder souffler ses bougies a été l'un des moments les plus heureux de ma vie. Sa main est entièrement guérie sans dommages physiques durables. Elle voit toujours sa thérapeute 1 fois par mois, plus comme un contrôle que comme un traitement actif. Elle est heureuse, enjouée, et les cauchemars ont complètement cessé. Tante Louise est, Mamilou, maintenant, et elle est merveilleuse avec Ruby. Elle est venue à la remise de diplôme de maternelle de Ruby la semaine dernière et a pleuré de joie.
Elle emmène Ruby manger une glace tous les samedis. Elle est tout ce que ma mère aurait dû être mais a choisi de ne pas être. J'ai construit une nouvelle famille choisie. Des amis du travail, des voisins, d'autres parents de l'école de Ruby. Des gens qui se soucient vraiment de nous, qui sont présents quand nous avons besoin d'eux, qui célèbrent nos victoires et nous soutiennent à travers les défis. Parfois, Ruby demande des nouvelles de ses autres grands-parents ou de sa tante. Je lui dis la vérité avec des termes adaptés à son âge. Ils ont fait de mauvais choix et nous avons dû garder nos distances pour rester en sécurité et en bonne santé. Elle semble accepter cela. Les enfants sont remarquablement résilients quand ils se sentent en sécurité et aimés. La semaine dernière, ma mère a envoyé une lettre chez moi. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité l'a emportée. C'était plein d'apitoiement sur soi et de manipulation. À quel point c'est dur sans moi. À quel point Ruby leur manque. Comment je devrais pardonner à Véronica parce qu'elle a payé sa dette à la société. Comment les familles devraient rester unies. Pas une seule fois elle ne s'est excusée pour ce qu'ils avaient fait. Pas une seule fois elle n'a reconnu le mal qu'ils avaient causé à Ruby. Tout tournait autour de leur douleur, leur lutte, leur désir que les choses redeviennent comme avant. J'ai brûlé la lettre dans la cheminée. Ruby et moi avons fait griller des guimauves au-dessus des flammes et avons fait des s'mores. Elle a ri et s'est mis du chocolat partout sur le visage, et j'ai pris environ 100 photos parce que c'est ça, cette vie maintenant, la joie, la sécurité, et choisir les gens qui nous choisissent en retour. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir coupé les ponts avec ma famille. La réponse est simple. Pas une seule seconde. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt, avant qu'ils aient eu la chance de blesser ma fille. Ruby et ma famille. Tante Louise et ma famille. Les amis qui se sont ralliés autour de nous sont ma famille. La famille, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de savoir qui est là quand les choses deviennent difficiles, qui protège les vulnérables, qui choisit l'amour plutôt que l'ego. Ma famille biologique a échoué à ce test de manière spectaculaire. Et alors que je suis sûr qu'ils sont assis à se plaindre de la façon dont j'ai tout détruit, je suis ici à construire une vie remplie de gens qui comprennent ce que signifie le véritable amour et la loyauté. Ruby vient d'appeler depuis sa chambre. Elle veut que je lui lise une histoire pour dormir. La même fille qu'ils ont traitée de bonne à rien, qu'ils ont jetée comme une ordure, qu'ils ont blâmée pour s'être défendue après avoir été blessée. Elle est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, et la protéger a été le choix le plus facile que j'ai jamais fait. Je ferai le même choix encore une fois sans hésiter.